Les amis, suite de la vidéo, la première c'était consacrée à Zemmour qui explique sa géopolitique, sa stratégie sur comment résoudre le conflit en Ukraine. Donc la première vidéo, elle est sur ma chaîne YouTube principale. Là, on est sur la seconde chaîne YouTube. Voilà, merci de vous abonner, ça me ferait plaisir. Et on va attaquer l'Algérie, hein. Vous savez que Zemmour déteste l'Algérie. Il va apporter peut-être des éléments de réponse sur comment sortir de cette crise entre l'Algérie et la France. On écoute. À l'Algérie, le Premier ministre et Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, ont décidé d'engager un rapport de force, ce sont leurs propres mots. Ils donnent 6 semaines à Alger pour examiner si les accords entre nos pays sont respectés. Une liste de personnes à reprendre par l'Algérie va être soumise à Alger. Et si au bout de ce délai, les accords ne sont pas respectés, la France pourra les dénoncer. J'imagine qu'à vos yeux, c'est satisfaisant cela, non? Mais cher monsieur, Emmanuel Macron a sifflé la fin de la récréation. Pour une chaîne d'information, vous m'étonnez. Tout ça, c'était avant qu'Emmanuel Macron dise qu'on ne renoncerait pas unilatéralement aux accords de 68 signés avec l'Algérie et qui facilitent l'immigration des Algériens. Donc Emmanuel Macron s'est couché. Voilà. Il s'est couché. Ah oui, il s'est couché, oui. Ce que je disais tout à l'heure, il fait des moulinets de loin, parce que la Russie est loin, mais quand, avec l'Algérie, il se couche. Et pourquoi il se couche? J'aimerais... Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. D'abord, il y a plusieurs raisons. D'abord, la première raison, c'est une espèce de sentiment de culpabilité hérité de la période coloniale qui anime les élites françaises depuis à peu près 50 ans. Et Emmanuel Macron est la fin de l'histoire. Vous aviez dit que c'était une bénédiction, je crois, la colonisation. À une interview, vous aviez répondu à Guyane Première. Est-ce que vous le rediriez? Ah oui, je le redirai. Pour vous, la colonisation, Cher monsieur, bénédiction? Cher monsieur, moi j'ai été colonisé par la France et je ne reconnaîtrai jamais assez ma gratitude à la France de m'avoir colonisé. Elle m'a donné accès à la littérature française, à Chateaubriand, à Balzac. Elle a permis à mes parents de sortir de la misère, monsieur. Et grâce à la France, nous sommes citoyens français, c'est-à-dire citoyens. Donc la colonisation en Algérie, pour vous, c'était le mot bénédiction. Je maintiens. L'Algérie, je le répète, ce que j'ai dit chez votre collègue Benjamin Duhamel, l'Algérie était un cloaque. L'Algérie a été cultivée, développée par la France. Il y a eu des ponts, etc., des chemins de fer, des écoles, etc., etc. Aucun colonisateur de l'Algérie, parce que l'Algérie n'a eu que des colonisateurs depuis 1000 ans, n'avait fait le quart de la moitié de ce qu'a fait la France. Demandez qu'on vous montre un hôpital, une route, un pont créé par l'Empire ottoman qui a occupé l'Algérie pendant des siècles. Vous ne les trouverez pas. Question d'Amandine, justement, sur les mesures pour faire face à l'Algérie. Oui. Oh là, les crispations. Dites-moi, vous en pensez quoi, les Algériens là qui suivent ma chaîne YouTube là? Qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'il vient de dire? Il a tort ou il a pas tort? Il y a tout un Ouh là là, panel c'est de tellement mesures électrique qu'on peut comme prendre face à sujet. l'Algérie sans aller jusqu'à dénoncer forcément le traité avec l'Algérie. Lesquels vous prendriez en priorité pour essayer d'obtenir plus de laissez-passer consulaires de leur part? Je pense que moi, vous savez, je ne me focalise pas sur les laissez-passer consulaires. Je pense qu'il faut une politique globale. Je pense que nous vivons une contre-colonisation de l'Algérie. D'ailleurs, M. Tebboune l'a dit dans une interview quand il a dit que les Français devraient donner des visas aux Algériens de 132 ans. C'est la durée de la colonisation française, 1830-1962. Donc il faut faire face à une contre-colonisation. Et c'est pour ça que je vous disais, il faut lutter contre ce sentiment de culpabilité, il faut lutter contre ce sentiment, cette peur de la rue arabe, des banlieues qui pourraient... Non mais là, on pourrait vous rétorquer, Éric Zemmour, que vous aussi vous faites des moulinets. Concrètement, qu'est-ce que vous voulez faire? Pas du tout, parce que moi, je mène d'abord le combat culturel et ensuite, je prends des mesures. Alors, si vous voulez des mesures, je vais vous les donner. Premièrement, je supprime le traité de 68. Je romps unilatéralement le traité de 68 qui facilite l'immigration des Algériens. Deuxièmement, je romps également l'accord de 2007 qui permet à tous les détenteurs, et Dieu sait s'ils sont nombreux parce qu'ils les donnent comme des barres de chocolat, les passeports diplomatiques aux dignitaires algériens et à leurs familles. Ils n'auront plus le droit de rentrer facilement en France. Troisièmement, je donne autant de visas aux Algériens qu'ils ne donneront de laissez-passer consulaires. Quatrièmement, si tout cela ne suffit pas, je bloque les transferts de fonds des Algériens en France vers l'Algérie. Quatrièmement, si tout cela ne suffit pas, j'interdis aux dignitaires algériens de venir se faire soigner en France. Cinquièmement, si tout cela ne suffit pas, je saisis les biens immobiliers, Dieu sait s'ils en ont, et de luxueux, des dignitaires algériens en France. Et enfin, j'ouvre les comptes. Je fais savoir au peuple algérien les comptes des dignitaires algériens. On entend, je tiens à dire... C'est le moment juste de souligner que Gérald Darmanin avait tenté la méthode dure en suspendant les visas pour les Algériens, les Tunisiens, les Marocains, et les résultats avaient été très mauvais. Nous n'avions pas obtenu de leur part plus de laissez-passer consulaires. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas marché aujourd'hui, la méthode dure? Attendez. C'est très bien, dans ce cas-là, on fait ce que je viens de dire.
On saisit les biens immobiliers des dignitaires algériens, on ouvre leurs comptes, on montre le fruit de la corruption. Et je tiens à vous dire, parce que je profite de votre émission, parce que je suis souvent ciblé par la presse algérienne. Oula, qu'est-ce qui va se passer là? Contrairement à ce qu'ils disent et à ce qu'ils écrivent, je ne suis pas un nostalgique de l'Algérie française. D'ailleurs, je n'y ai jamais vécu. Je me moque complètement, je ne veux pas reprendre l'Algérie, au contraire. En revanche, je ne veux pas que mon pays devienne une colonie de l'islam et de l'Algérie. Ce n'est pas la même chose. Si vous coupez les ponts avec l'Algérie comme vous semblez de l'autre côté, comment on fait pour faire libérer Boualem Sansal? Mais est-ce qu'on a réussi à le faire libérer là? Enfin, ce pauvre homme, cet écrivain, et en plus un ami de 80 ans, qui est malade, à qui on dit « Ah non, vous changez d'avocat parce qu'il est juif, celui-là, on n'en veut pas ». Qu'est-ce que c'est que ces méthodes-là? Ça vous rappelle rien, là? C'est ça, les méthodes de la dictature algérienne. Alors avec ces gens-là, si vous voulez, moi, rompre les ponts ne me gêne pas. Et je voudrais dire quelque chose. Je vois très bien l'ambiance qu'il y a actuellement. Il y a une espèce de rassemblement de tous les soutiens de l'Algérie. Des politiques comme évidemment Mélenchon, LFI, mais aussi Dominique de Villepin, des journalistes comme Jean-Michel Apathy. Pour vous, Dominique de Villepin est un soutien de l'Algérie? Attendez, évidemment. Et des universitaires qu'est-ce comme qu'il va nous dire là? Ils sont tous là à essayer de protéger l'Algérie. Non, ils mettent en avant la diplomatie. Mais non, mais il a pas compris. Mais voilà, exactement, la journaliste, elle a raison. On parle de diplomatie. Il faut revoir les liens qu'on a avec l'Algérie. C'est tout ce qu'ils souhaitent. Éric Zemmour, il attendez, protège pas je vais vous dire ce que je pense. Ouais. Vous savez, en France, je trouve, je l'ai assez dit, qu'on abuse des comparaisons avec les années 30. Mais pour une fois, je vais suivre cette mode. Je trouve que tous ces gens-là ressemblent furieusement à ce qu'on appelait le comité France-Allemagne dans les années 30, qui préparait l'opinion publique française à l'occupation de leur pays par l'Allemagne. C'est-à-dire ce sont des collaborateurs. C'est-à-dire vous les traitez de collaborateurs? À l'époque, ils ne l'étaient pas. À l'époque, ils ne l'étaient pas. Ils faisaient ça au nom de la paix et des bonnes relations avec l'Allemagne. Bruno Retailleau, aujourd'hui, est sous le feu des projecteurs, extrêmement présent sur ces sujets-là. Un sondage Elab réalisé pour BFM TV disait en milieu de semaine que 62% des Français jugent que c'est un bon ministre de l'Intérieur. Est-ce que vous aussi, vous jugez que c'est un bon ministre de l'Intérieur? En tout cas, ce qui est indéniable, c'est que j'entends des choses qui sonnent délicieusement à mes oreilles. Sur l'immigration qui n'est pas une chance pour la France, sur l'état de droit qui peut évoluer. Ça, incontestablement, j'ai dû dire des choses de la même façon et M. Retailleau les dit aussi, et il pense aussi, et il ne m'a pas attendu pour le dire. Maintenant, je ne sais pas, j'attends des résultats, M. Retailleau est ministre de l'Intérieur, donc j'attends qu'il y ait plus d'OQTF renvoyés, moins d'égorgements. Moins d'égorgements. Oui, moins d'égorgements. Moins d'égorgements. Vous savez, il y a tous les jours des gens qui se font égorger par des OQTF ou des étrangers maghrébins. Ah oui, très souvent, oui. Maghrébins, il a dit. Il y a, vous savez, à peu près, je crois, 200 000 agressions au couteau par an. Calculez combien ça fait. C'est énorme. Il y a 450 000 coups et blessures par an aujourd'hui. 450 000. Mais quand vous voyez son action, et vous savez aussi qu'il y a à peu près 25% d'étrangers dans les prisons françaises. Et dans ces étrangers... vous semblez, Éric Zemmour, plus positif à l'endroit de Bruno Retailleau dans vos propos que vous ne l'êtes en général vis-à-vis de Marine Le Pen. C'est-à-dire que vous croyez plus en son avenir qu'en celui de Marine Le Pen? Je n'ai pas dit ça. Vous savez, avec Marine Le Pen, j'ai des désaccords de fond. Marine Le Pen est socialiste. Et Marine Le Pen pense que le grand remplacement n'existe pas et que l'islam est compatible avec la République. Et avec Bruno Retailleau, vous n'avez pas ces désaccords de fond? Alors, M. Retailleau, je n'ai pas de désaccord de propos, mais en revanche, je ne vois pas trop les résultats de son action. Et donc j'attends les résultats de son action. Je vois par ailleurs que j'ai vu une nomination qui m'a surpris de sa part, dans une direction importante d'une jeune femme de SOS Racisme. Je ne suis pas sûr que ce soit en concordance avec ses propos. Je vois par exemple, puisqu'il va se lancer dans la bataille pour la présidence de LR, certains de ses soutiens, qui s'appellent M. Larcher, M. Copé, M. Bertrand, Mme Pécresse, c'est-à-dire des gens qui m'ont combattu avec une hargne folle pendant la présidentielle et qui disaient que j'étais contraire à leurs valeurs. Mais Éric Zemmour... Donc si je comprends bien, soit ils ont changé de valeur, soit maintenant M. Retailleau correspond à leurs valeurs alors qu'il dit la même chose que moi. Tout ça est curieux et bizarre, mais moi je ne fais pas de procès d'intention à personne. Éric Zemmour, entre Bruno Retailleau et Marine Le Pen, si vous aviez le choix du bulletin électoral, vous votez pour Marine Le Pen ou pour Bruno Retailleau? Mais je vote pour Éric Zemmour. Ça veut dire que vous nous dites que vous serez candidat à la prochaine élection présidentielle? Mais en tout cas, moi, je ne commence pas à dire pour qui je vais voter. Je vous dis que vous votez pour vous, dites-le nous. Oui. Vous vous préparez à la prochaine élection présidentielle? Je me prépare, on verra bien. Qu'est-ce qui ferait que vous ne seriez pas candidat? On voit beaucoup, par exemple, Ksara Knafo, la députée européenne, très présente médiatiquement, qui est dans les sondages d'opinion d'ailleurs un peu plus populaire que vous. Est-ce que ça pourrait être la candidate si vous n'y alliez pas? Nous verrons. A priori, s'il y a un candidat à Reconquête, ce sera moi. Et vous savez, le petit jeu de monter Ksara Knafo contre moi...
Je vois d'où ça vient, je vois qui ça arrange, je vois qui elle dérange par son travail brillant et qui est reconnu par tout le monde. Vous avez qu'à voir tous les gens que ça agace autour dans la droite dite nationale. C'est-à-dire pour vous, c'est Marion Maréchal, c'est Marine Le Pen, c'est Jordan Bardella? Elle dérange qui? Vous dérangez qui? Lisez les papiers, vous verrez. Quand nous avons une députée européenne Reconquête et qu'elle fait plus de travail que des dizaines d'autres députés, évidemment, ça agace beaucoup de gens. Voilà. Mais si elle était mieux placée que vous dans les sondages, est-ce que la question se poserait à l'approche de l'élection présidentielle? Ce n'est pas les sondages qui déterminent le choix d'un candidat, en tout cas chez moi. Donc non, ça ne changera rien. Votre prochain livre est écrit? Non, je travaille, j'ai écrit des choses. Je vous dis, je travaille sur l'adaptation de mon livre en documentaire télé et en une version américaine. Et je travaille sur d'autres textes. Donc j'ai beaucoup de travail. Et donc pour bien entendre ce que vous venez de nous dire, vous vous préparez bien à être une nouvelle fois candidat à l'élection présidentielle? En tout cas, je passe beaucoup de temps parmi mes militants. Je vais dans toute la France pour les voir, pour les écouter et pour les réconforter après toutes les trahisons que nous avons subies et pour les préparer à cette épreuve redoutable. Qu'est-ce que vous ferez de mieux en 2027 qu'en 2022? Qu'est-ce que vous avez appris? J'ai appris des tas de choses. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris, vous savez, que d'abord, on ne peut rien prévoir. C'est dur ça. Il y a des événements qui vous tombent dessus. On a longtemps parlé de la guerre en Ukraine. Vous pensez que c'est toujours ce qui vous a fait perdre la présidentielle? En tout cas, attendez, j'ai jamais dit ça. J'ai dit que la guerre en Ukraine avait faussé la campagne. Le débat aussi, la campagne. La donne de la campagne et que ça avait modifié les dynamiques qui étaient évidentes la veille encore de ce fameux 24 février. Je n'ai pas dit que j'aurais gagné la présidentielle. J'ai dit que le 23 février, j'étais au second tour. Ce n'est pas la même chose. Maintenant, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris de mes erreurs avec les médias. J'ai appris aussi que j'étais peut-être parfois trop franc et trop comment dire, trop direct. Et aujourd'hui, Éric Zemmour, nous sommes en 2025. Non, je ne cherche pas à me dédiaboliser. Si la question est, je ne cherche pas à me dédiaboliser. Je pense que la dédiabolisation, c'est la soumission aux médias et à la doxa de gauche. Donc il ne faut pas se dédiaboliser. C'est d'ailleurs, on parlait tout à l'heure, la grande leçon que nous donne Donald Trump. Il ne s'est pas dédiabolisé et il a gagné la présidentielle. Justement, puisqu'on parle des États-Unis et de Donald Trump, est-ce que vous avez des contacts avec Elon Musk ou le vice-président américain J.D. Vance, qui ont soutenu plusieurs partis nationalistes de la droite dans l'Union européenne? Est-ce que vous échangez avec eux? Est-ce que vous souhaitez leur soutien? Écoutez, je pense que leur soutien serait naturel, mais je ne connais pas personnellement M. Musk, je ne connais pas personnellement M. Vance, donc je ne vais pas jouer comme ça les mouches du coche. En revanche, je sais que M. Vance connaît le même centre de formation, le Claremont Institut, dans lequel a travaillé Sarah Knafo et auquel et des gens que j'ai bien connus. Donc voilà, c'est tout. Mais encore une fois, je reviens au début de notre conversation. Il y a des mouvements politiques, idéologiques, occidentaux qui nous dépassent. Et c'est tout. Et donc chacun est le représentant. Éric Zemmour, question de Ludovic Vigogne. En 2022, il y avait une sorte de primaire entre Marine Le Pen et vous. Elle l'avait facilement emporté, c'était qualifié. Elle l'avait facilement emporté, vous appelez ça, vous? Oui, elle vous avait largement distancé au premier tour. Oui, mais bon, malgré tout, c'est ce qui compte dans les urnes. Pourquoi ce ne serait pas à nouveau le cas en 2027? Et pourquoi pas? Et pourquoi? On verra. Je ne peux pas vous dire, vous savez, la situation sera différente en 2027. Est-ce que si vous étiez président, vous vous inspireriez de ce que fait Donald Trump aujourd'hui aux États-Unis? Pour certaines choses, oui. Vous savez, la bureaucratie, par exemple. Les États-Unis ne sont pas la France. Je ne suis pas le porte-parole de Donald Trump. Il y a des intérêts différents. On l'a vu, on va le voir dans l'agriculture. On va le voir quand Donald Trump annonce une augmentation des taxes. Évidemment que c'est difficile pour nos agriculteurs. Mais il faut prendre des mesures de rétorsion contre les États-Unis. Je vais vous dire, c'est même pas des mesures de rétorsion qu'il faut prendre. C'est simplement réorganiser la politique agricole commune différemment. Il faut arrêter avec les accords de libre-échange. Je dirais même, comme mes amis de la coordination rurale, il faut sans doute réfléchir à sortir l'agriculture des accords commerciaux, un peu comme la culture. Vous voyez, l'exception agriculturelle. Ce qui permettrait de reprendre la PAC à ses principes initiaux. Dans les années 60, on parlait du général de Gaulle tout à l'heure. C'est-à-dire préférence communautaire et tarifs extérieurs communs. Moi, j'ai été très choqué, puisque on parle d'agriculture, j'ai été très choqué avec les producteurs de tomates françaises de voir les tomates marocaines en vedette au salon de l'agriculture. Ça m'a choqué. Je pense que vous savez, aujourd'hui, on achète 60% de nos fruits à l'étranger et 40% de nos légumes. Je veux dire, à ce compte-là, on n'aura plus de producteurs de fruits et légumes. C'est ça qui va se passer. Donc, il faut retrouver les vrais principes, les principes initiaux de la PAC, préférence communautaire et tarifs extérieurs communs. Éric Zemmour, on l'a vu il y a quelques instants, la leader italienne Giorgia Meloni arrivée à Londres pour ce sommet de soutien à l'Ukraine. Elle déclare qu'il est, je cite, très important d'éviter que l'Occident se divise. Vous êtes d'accord avec elle? Si vous voulez, il y a deux choses.
Là aussi, je disais, nous ne sommes pas américains, nous ne sommes pas Trump, nous ne sommes pas italiens. L'Italie attendez. L'Italie a une tradition atlantiste très forte que Mme Meloni reprend à son compte. C'est tout à fait naturel. Maintenant, sur le concept d'Occident, je suis d'accord avec elle. Il y a un Occident, nous devons redevenir occidentaux. Ça ne veut pas dire que nous ne défendons pas nos intérêts, même contre les États-Unis de Donald Trump, mais ça veut dire que nous nous sentons occidentaux et que nous ne sommes pas un monde en petit, en miniature. Il faut absolument retrouver ce sentiment d'appartenance à l'Europe et à l'Occident. Merci beaucoup Éric Zemmour. Merci Ludovic. Bon, les amis, on va suivre cette semaine qui va être compliquée en termes de diplomatie et de géopolitique. Il y aura des annonces de Donald Trump qui vont être faites, je crois, demain, mardi. Cette semaine aussi, on a les paroles de Elon Musk sur Twitter, on les voit. Et là, j'ai vu qu'il y a un débat à l'Assemblée nationale sur justement le soutien à l'Ukraine ou pas. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi les questions, c'est quoi les bails. Il y aura, je crois aussi, un sommet européen jeudi. Ça va être compliqué tout ça, les mecs. Hein. Poutine, il doit tellement se frotter les mains. C'est vrai que, est-ce qu'il faut montrer que l'Europe reste soudée, reste fort militairement parlant et diplomatiquement parlant, ou est-ce que faut laisser la Russie s'emparer de l'Ukraine? Qu'est-ce qu'on veut exactement, les amis? Dites-le moi en commentaire, ça me ferait plaisir. Et évidemment, qu'est-ce qu'on veut comme diplomatie avec l'Algérie, ce qui est encore plus compliqué, parce qu'on a été jeté de l'Afrique. On a été jeté de partout, militairement parlant, diplomatiquement parlant. Je sais pas si commercialement parlant c'est compliqué. L'Algérie c'est compliqué. Tout est compliqué depuis le mandat d'Emmanuel Macron. Il faut rebâtir tout ça, mesdames et messieurs. Excellente soirée à tous, portez-vous bien. Mettez le petit pouce bleu, ça me ferait plaisir. Commentez la vidéo aussi. Et normalement, je vais stream demain, les amis. Demain. Parce que je suis invité à un match de basket. Eh oui, les amis, pas de stream. Désolé.